Bonjour et bienvenue ici à l'Indépendant pour le deuxième épisode de la série que nous consacrons au canal de Perpignan et plus largement à l'alimentation en eau de la ville. Lors du premier épisode, nous avions vu que ce canal remontait au Moyen-Âge, remontait au XIVe, XVe siècle. Et notre invité, Dylan Planck, qui est doctorant à l'Université de Perpignan et chargé de développement chez Veolia et qui travaille sur l'histoire de ce canal depuis des années, nous avait décrit cet ouvrage de 35 km qui part d'une prise d'eau à Ille-sur-Tête et qui arrive à Perpignan, notamment à travers le fameux aqueduc que l'on peut voir au niveau de la Porte d'Espagne. Donc ce fameux ouvrage a été construit il y a déjà très longtemps et qu'il est toujours en fonction aujourd'hui. Donc pour ce deuxième épisode, on va voir un petit peu ensemble comment vit cet ouvrage, comment vit le canal. Et déjà, pour commencer, Dylan, expliquez-nous un petit peu comment tous ces ouvrages d'art, toute cette architecture fonctionne et qui le fait fonctionner, qui entretient, comment ça se passe ? Alors, pour rappel, il faut s'imaginer que donc en 1423, il y a la reine Marie d'Aragon qui décide de créer ce canal. Donc, c'est vraiment une propriété du roi, donc d'un royaume. Et donc, on va dire pendant 6 décennies, ce canal va fonctionner. Il va se dégrader petit à petit parce que c'est assez éloigné du pouvoir. Et donc, on n'a pas vraiment une vision réelle de ce qui se passe autour des francs-bords, autour des prises d'eau, etc. Et donc, il y a vraiment une dégradation progressive. Et donc, ça va être en 1488 que Charles VIII, donc un roi de France, va décider de, on va dire, transférer la gestion de ce canal et ses droits qui sont liés donc à la municipalité de Perpignan. Et ça va être confirmé en 1510 par là aussi le roi d'Aragon. Et donc, c'est vraiment un canal qui va devenir communal, municipal, donc en fait ça va être lié et donc géré par des consuls à l'époque, et c'est eux qui vont être en charge de l'entretien du canal, de son amélioration, de sa gestion aussi, et donc voir toute la complexité qui existe avec les irrigants et les différents usagers de ce canal. Ouais, donc on est sur la construction finalement d'une sorte de démocratie de l'eau. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est peut-être un mot un peu ambitieux, mais en tout cas d'une politique de l'eau. Il faut organiser tout ça, il faut des gens qui y travaillent, il faut des gens qui payent, il faut des gens à qui ça rapporte. Enfin, comment tout ça s'organise et qui est propriétaire d'ailleurs? Première question, qui est réellement propriétaire de ce canal? Alors, le propriétaire aujourd'hui encore, et c'est ça qui est aussi très particulier sur le territoire, c'est la ville de Perpignan. C'est elle qui est propriétaire du canal, et c'est par rapport aux autres canaux du département majeur, c'est vraiment une particularité, parce que dans d'autres circonstances, ça peut être des associations syndicales autorisées qui gèrent des canaux, mais là, c'est vraiment la ville de Perpignan qui est propriétaire et qui est en charge de cette gestion. Depuis donc 5-6 siècles à peu près? Depuis, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, 1488, 1510, depuis ces dates-là, c'est vraiment la ville de Perpignan qui gère. 500. Donc oui, c'est à peu près 5 siècles à peu près, plus de 5 siècles. siècles. Voilà. D'accord. Et donc, comment se passe donc la vie autour de ce canal, la vie, l'organisation de ce canal? Parce qu'on le voit, on parle du Moyen-Âge, mais ça change peu finalement. On est aujourd'hui encore dans des modes d'organisation qui existaient il y a plusieurs siècles. C'est ça. Bon, ça a évolué un petit peu, mais on va dire que le principe de base, c'est que ce canal, on va dire, c'est un tronçon principal. Il faut s'imaginer vraiment un grand trou, pour ceux qui n'imaginent pas vraiment ce que c'est qu'un canal, un trou creusé dans la terre, donc ce qu'on appelle un ruisseau, qui longe, donc on va dire, ces 30-35 km. Et après, donc il y a toutes ces questions de droit d'eau. Donc comment on distribue l'eau, c'est là toute la complexité. Il y a un système qui s'est mis en place petit à petit, qu'on appelle un système autour des tours d'eau. Et en fait, le canal est divisé en 7 sections. Qui sont alimentées au fur et à mesure de la semaine. Donc certains territoires ont, par exemple, je ne sais plus exactement, mais ils sont arrosés le lundi, le mardi, etc. On va D'accord, chaque jour, il y a 7 secteurs parce qu'il y a 7 jours dans la semaine, en fait. On va dire c'est un petit peu plus complexe que ça, parce qu'il y a des questions d'horaire, etc. Certains secteurs ont un peu plus de temps que d'autres en fonction de la superficie arrosée, parce qu'il y a tout un calcul à mettre en place aussi
parce qu'on ne peut pas arroser 500 hectares comme on en Oui, bien arroserait sûr. 1500. Et donc il y a tout un calcul qui a été fait, mais oui, de manière très schématique et pour que les gens se repèrent assez facilement sur comment ça se gère, et ben c'est ça. Imaginons, voilà, vous avez 7 jours dans la semaine, on distribue l'eau en fonction des territoires et ça fonctionne comme ça. D'accord. Par exemple, le mercredi, je suis sur Canoës, j'ai mon eau le mercredi. Dans l'idée, c'est à peu près ça. Et donc ça permet aussi aux irrigants, de manière assez pragmatique, de savoir quel jour ils ont le droit et à partir de quelle heure ils doivent fermer leur vanne, etc. Parce qu'en fait, c'est très simple, c'est quand même de l'autocontrôle, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que la personne qui... y a des vannes, on l'ouvre ou on la ferme, et l'eau, elle coule pas. Et si on a envie d'ouvrir la vanne un jour où on n'a pas le droit de l'ouvrir, et ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors justement, c'est toute la complexité. C'est qu'il y a cette sorte d'autocontrôle, même qui était quand même, on va dire, c'était quand même assez régulé à l'époque et encore aujourd'hui. Mais celui qui veut, on va dire, qu'il a le pouvoir de le faire, même si c'est pas légal. Et s'il y a un contrôle derrière, il y a des sanctions qui sont appliquées parce qu'il y a un vrai règlement, il y a un cahier des charges, etc. Et il faut s'imaginer que on a ce canal, donc ce tronçon principal. Derrière, on a des ouvertures circulaires qu'on appelle des prises d'eau, qu'on appelle des houilles. Et en fait, il faut imaginer des prises d'eau circulaires comme ça, qui sont plus ou moins grandes en fonction des terrains arrosés. Et en fait, à partir de ces sections-là qui sont ouvertes, donc on a une vanne, c'est une vanne à glissière aujourd'hui qui sont métalliques, qui était à l'époque plus en bois. On soulève la vanne et forcément l'eau passe à travers ces ouvertures circulaires de manière naturelle en fait, comme si on ouvrait un bouchon d'évier. Et là, ça va alimenter, on va dire, des canaux secondaires qui, eux, après vont alimenter des champs, etc. Et donc il y a aussi tout un système de régulation qui est assez sympa et qui est encore très complexe. Donc il y a vraiment une gestion sur ce canal principal qui est géré par la ville. Et les branches secondaires, c'est géré notamment par exemple par des ASA qui, eux, ont leur propre règlement sur qui doit arroser quel terrain en fonction c'est-à-dire que ce qui est divisé par jour de la semaine, pour un jour de la semaine, il y a encore d'autres règlements, d'autres modes de gestion, d'autres... et ça s'est construit au fil du temps. Ça n'a jamais été imposé par le haut. C'est les usagers qui ont construit leurs règles. Comment c'est passé? Alors ça s'est amélioré au fil du temps, mais c'est quand même c'est une gestion, on va dire, communale. C'est lié à la gestion du propriétaire parce que de la commune. C'est ça, qui se retrouve une grosse responsabilité. Là aujourd'hui, c'est la commune qui est responsable de ça parce que c'est son canal. Et à partir du moment que ça passe dans les branches secondaires, là, c'est plus sa responsabilité. C'est vraiment aux usagers qui ont leur propre règlement, etc., qui l'appliquent. Mais ça évolue aussi en fonction des conflits d'usage, en fonction des dérives. Il y a eu des règlements qui ont été appliqués, notamment. On peut citer en 1729, il y a l'intendant Dory qui, au final, va vraiment unifier tous les règlements qui existaient, parce qu'on avait fait petit à petit, on avait dit tiens, moi je vais faire ça, il y a eu des règlements, des ordonnances, que ce soit par le roi, par la commune, etc. Et lui, il a essayé de tout unifier ensemble pour faire vraiment un grand cahier des charges et vraiment mettre tout à plat et qu'il n'y ait plus de dérive possible. L'intendant de l'époque, c'est le préfet d'aujourd'hui, c'est le représentant du roi dans les provinces. C'est ça. Et donc, il essaye de rationaliser ça. Et ça a réussi, ça a duré comment... Alors, on va dire, ça arrive justement à une période assez clé. Donc, comme j'ai dit, la municipalité a eu les droits sur cette gestion de l'eau et de la gestion du canal en 1488-1510, donc on va dire fin 15e siècle. Pendant à peu près un siècle, on va dire que ça s'est relativement bien passé, les droits étaient relativement respectés. Et après, faut imaginer qu'il y a la guerre... il y a beaucoup de guerres entre les Français et les Espagnols. À la Renaissance, le Roussillon, il ne va pas du tout être stabilisé. Donc tout ça, ça impacte aussi une gestion locale parce que la gestion d'un canal, c'est aussi lié à la vie économique, à la vie politique, à la vie sociale. Donc tout est lié et s'imbrique ensemble. Et en fait, on va dire que le traité des Pyrénées, même si ça n'a pas vraiment bouleversé la gestion des canaux, ça a quand même marqué une sorte de rupture dans la gestion de ce canal. Il y a eu beaucoup de changements. On va dire qu'il y a eu une augmentation de la population, il y a eu des besoins agricoles qui ont augmenté, et il y a eu, on va dire que ça a été les prémices de gros conflits d'usage, tout ça, parce que forcément tout le monde voulait de l'eau. Et derrière, il y a beaucoup de conflits qui sont développés, et ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de détérioration, même dans la gestion, il y a eu beaucoup de dérives. On pourra parler de types de détérioration possibles, et qui existent même des fois encore aujourd'hui. Et en fait, on va mettre en place un nouveau système qui
nouveau système. En fait, sur ce canal, il y a en 1721, la municipalité va décider de transférer en fait la gestion de ce canal à un fermier. Donc c'est l'affermage du canal en 1721 qui va durer à peu près jusqu'en 1882. Donc là, on va revenir à une gestion communale. Donc ça a duré quand même un long moment. Et aujourd'hui, donc c'est encore une gestion communale. Et en fait, on va demander à ce fermier en fait, c'est sous enchère publique, donc on va demander qui veut devenir fermier du canal pendant 9 années, et lui va gérer ce canal. C'est lui qui va après empocher, on va encaisser des... Une sorte de syndic, on pourrait dire, un peu plus intéressé quand même, non? Ouais, on peut dire que c'est un peu, ce système va préfigurer un peu les formes modernes de délégation de services publics aujourd'hui. On va demander à ce fermier vraiment de tout gérer, et derrière c'est lui qui va prendre les amendes, etc. Ouais, c'est lui qui engage les travaux, c'est lui qui engage... Et il se paye sur l'exploitation de la bête. Donc, il y avait des années plus compliquées que d'autres à travers les archives, où des fois certains étaient même endettés parce que beaucoup de dérives, etc. Il n'arrivait pas à faire fonctionner comme il voulait. Donc c'était une gestion très compliquée, ça a duré un certain temps, et à un moment donné, à tel point que, on va dire, ce que la ville encaissé, parce qu'il faut payer pour devenir fermier, ça a diminué au fur et à mesure des décennies, et à un moment donné il n'y avait même plus personne qui s'était proposé. C'est pour ça qu'en 1882 le système d'affermage se termine. Oui, c'était beaucoup d'ennuis et peu de revenus. Beaucoup de responsabilités, d'ennuis, de difficultés pour au final très peu de rentabilité des fois. Ouais. Parce que ce que vous nous expliquez, c'est qu'en fait, depuis le début du canal, pratiquement, il y a des conflits d'usage autour de la répartition de cette fameuse eau. Et encore aujourd'hui ? Oui, il y a toujours aujourd'hui, ça existe encore. Après, là, c'est plus à la municipalité de répondre vraiment concrètement à ce qui existe, mais on peut voir quand même quand on circule, c'est très facile, ça peut être très visible. Il suffit qu'on se balade tout au long du canal. Si on voit que sur telle section, normalement, c'est pas censé être le tour d'eau. Si on voit des vannes ouvertes, déjà, c'est un système de dérive qui n'est pas censé être. On peut en voir encore aujourd'hui. On peut voir aussi des systèmes de pompage dans l'eau qui... Normalement, c'est pas censé être là. Oui, là, c'est une dérive moderne. C'est-à-dire qu'on met un tuyau, une pompe, et on va chercher l'eau sans passer par la vanne. Donc là, la question qui peut se poser, et là, c'est plus des questions juridiques, est-ce que cette personne avait un droit d'eau à l'époque pour pouvoir mettre une pompe dans l'eau ? Est-ce que cette question de pompe dans l'eau peut être autorisée vu que c'est censé être un canal gravitaire ? Donc ça, c'est des questions après juridiques que certains peuvent se poser et questionner. Mais après, il y a encore d'autres contestations, ce qu'on peut appeler des trencs. Donc, c'est des systèmes d'ouverture dans les francs-bords. Donc, on va casser les francs-bords pour donc les berges du canal. On va creuser une sorte de trou pour faire passer de l'eau comme si c'était une prise d'eau. Ça existe encore aujourd'hui. Ce qu'il faut imaginer aussi, c'est que sur les vannes, il y a forcément des cadenas qui sont mis en place pour les fermer, pour empêcher l'ouverture, mais on peut très bien casser un cadenas ou mettre mal le cadenas pour dire je l'ai mis mais je peux quand même ouvrir ma vanne. Donc c'est plein de dérives comme ça qui existent. Et l'une des plus communes à l'époque et qui était peut-être un peu moins visible, c'est en fait ces ouïs, donc ces prises d'eau circulaires étaient calibrées, donc il y avait un format qu'on devait respecter. Et en fait, certains s'amusaient à limer parce que c'était fait en cailloux ou en pierre de taille, donc ça a limé. Au final, c'était plus un rond, ça faisait peut-être un ovale, ce qui fait qu'il y avait donc un peu plus d'eau l'eau qui passait était plus importante. C'est ça. Donc ça, c'est les systèmes de dérive qui existaient, qui existent peut-être encore aujourd'hui. Il faudrait imaginer de tout mesurer, mais bon, je pense que c'est un travail monumental et est-ce qu'il a lieu d'être, je ne sais pas. Ça, c'est d'autres questions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau est un enjeu majeur, puisque et alors peut-être encore plus dans le passé où il y avait énormément de paysans, énormément d'agriculture, même si encore aujourd'hui c'est un enjeu extrêmement important pour les agriculteurs, mais c'était un enjeu quasi vital pour les gens qui étaient alimentés par ce canal, puisqu'on est dans une région où s'il n'y a pas d'irrigation, c'est quand même très compliqué de faire de l'agriculture. C'est ça, il faut imaginer que c'était surtout en plus une culture vraiment vivrière à l'époque, où c'était pour nourrir des familles, etc., faire un petit peu d'argent forcément pour vivre, mais c'était vraiment très vivrier. Aujourd'hui, c'est plus une agriculture, on va dire, commerciale, comme on peut l'aborder dans d'autres podcasts. Et donc, c'était très complexe. Il suffit qu'il n'y avait pas d'eau sur certaines périodes. Forcément, les cultures étaient
parfois à zéro, et là c'est une vie de famille qui pouvait être mise en danger. Aujourd'hui, avec les développements modernes, même s'il n'y a pas d'eau dans le canal, même si ça affecte forcément l'agriculture, il y a tous ces systèmes aujourd'hui de puits artésiens qui sont développés par la suite avec des pompages. Donc là, on va prendre dans les nappes et on va dire que ça peut compenser en partie des fois les difficultés liées à ce canal. Et là, donc, c'est là que les choses... Il y a eu des grandes sécheresses. On va parler de la sécheresse actuelle là, juste après, mais est-ce que dans l'histoire, il y a eu de très grandes sécheresses qui, justement, ont provoqué peut-être des disettes, des très grandes difficultés? Vous en avez retrouvé la trace? De mémoire, alors il faudrait que je retrouve mes archives, mais de mémoire, je crois que c'est dans les années... Donc il y en a eu différentes périodes, forcément, et c'est pour ça qu'il y a eu des grands changements politiques dans la gestion de ce canal, c'est qu'ils surviennent à des moments de sécheresse importante et aussi à des moments de difficulté dans la gestion, parce que à force, c'est assez simple, c'est un canal où, on va dire, la matière, elle est très fragile. Ça, on va dire, c'est de la terre, de la pierre, ça s'effrite facilement. Donc, les difficultés peuvent très vite arriver si on ne l'entretient pas de manière, on va dire, régulière. Et donc, imaginez des difficultés. Donc, on va dire, ça va, on commence à encaisser. Sauf que quand on encaisse en temps normal, ça va. Mais quand là, il y a une période de sécheresse où il y a beaucoup moins d'eau, les difficultés sont exacerbées encore plus. Et c'est là que les questions se posent véritablement. Et c'est là que ces questions se sont posées aussi récemment. C'est qu'il y a eu une grosse période et on a remis le canal au cœur de certains sujets. Et donc, on va dire, dans les années 1920, par exemple, il y a eu des grandes sécheresses. Et là aussi, il y a eu des questions qui sont posées sur est-ce qu'on doit transférer la gestion de ce canal à d'autres personnes, etc. Oui, parce qu'évidemment, il y avait des conflits d'usage. Et vous m'expliquiez un petit peu, quand on préparait cette émission, que notamment, une dérive assez classique, c'est que les premiers servis prennent plus que les suivants. Et donc, au bout d'un moment, ceux qui sont... le samedi ou le dimanche, c'est pas un jour, ils n'ont plus d'eau. C'est ça, surtout en période de sécheresse. Il faut imaginer qu'il faut une certaine quantité d'eau pour pouvoir alimenter jusqu'à Perpignan et il suffit que ça diminue de moitié. Forcément, l'eau déjà pour arriver jusqu'à Perpignan, ça sera compliqué, voire impossible. Et derrière, si les usagers en amont utilisent l'eau alors qu'ils n'ont pas le droit, forcément ça impacte toute la chaîne. C'est l'eau qu'on prend en amont, c'est celle qui est plus dispo en aval et forcément les quantités baissent. Imaginez que vous avez un canal, il y a ces ouilles, donc ces ouvertures circulaires, il faut une certaine quantité pour que l'eau arrive jusqu'à l'ouverture parce qu'elles sont placées à une certaine hauteur. Et donc si l'eau est prise en amont alors qu'elle ne devrait pas, l'eau diminue et en fait elles n'atteignent plus les ouvertures. Donc même s'il y a de l'eau dans le canal, il n'y en a pas forcément qui passe pour les propriétaires. Voilà. Et donc justement, on en arrive à notre grande sécheresse d'aujourd'hui qui dure depuis 2022. Le canal s'est retrouvé à sec. Oui, il y a eu des périodes où le canal s'est retrouvé à sec, où il n'y avait vraiment pas d'eau sur certaines portions. Et donc là, c'est quand même un fait très particulier, je pense même historique. Ça arrive, je pense pas souvent qu'il y ait vraiment plus d'eau dans le canal. Et là, ça pose beaucoup de questions, même sur la biodiversité, des choses comme ça. Ça pose relativement beaucoup de questions. Et comment les gens les gens qui sont utilisateurs de ce canal, j'imagine que, puisqu'on parle de conflit d'usage, il y en a eu très récemment liés à cette sécheresse, parce que quand il y a pénurie, il y a forcément beaucoup plus de tensions, c'est forcément beaucoup plus important. Comment ça s'est passé concrètement chez nous ces dernières années là, autour de ce canal ? Alors, j'ai eu la chance d'être convié à des réunions qui lient à la fois la municipalité de Perpignan en tant que gestionnaire de ce canal et des présidents des associations syndicales autorisées, donc les ASA qu'on appelle couramment, qui eux donc, sont en charge justement de cette gestion des branches secondaires par exemple. Et donc, en fait, la ville a souhaité justement mettre sur table tout ce qui se passait au vu de la sécheresse, discuter avec tout le monde pour voir les difficultés des uns et des autres, pour après faire le lien aussi avec le département. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, on était à une période où, vu qu'il y avait un abaissement des niveaux d'eau, même dans la tête, etc., il y a eu cette question qui a été apportée d'un point de vue écologique, où il faut préserver un débit minimal dans la tête. Et donc, si on préserve un débit minimal dans la tête, forcément, on peut prélever moins pour le canal de Perpignan. Et donc, si on prélève moins pour le canal, il y a forcément moins d'eau pour les agriculteurs. Et donc, derrière, c'est
c'est une vie économique et même sociale qui en pâtit. Et donc il y a eu ces différents discours qui ont été abordés entre préservation environnementale, préservation de l'économie pour les agriculteurs, etc. Et après il y a aussi cette gestion qu'on reparlera plus tard de Villeneuve-d'Arlot, qui était une question centrale dans les débats. C'est est-ce qu'on devait continuer d'alimenter Villeneuve avec le canal, et en sachant que Villeneuve, donc on en reparlera, il fallait des niveaux d'eau importants pour que les canadaires puissent se poser, etc. Et donc en fait, il y a eu de nombreux discours, des nouveaux conflits d'usage qui sont apparus justement entre cette gestion de Villeneuve, ces questions écologiques, environnementales, cette gestion de l'agriculture. Et donc là, c'est la ville qui a essayé d'être médiatrice entre tous ces interlocuteurs. Et à travers les échanges, on pouvait voir justement certains conflits entre certaines ZAZA ou agriculteurs, justement, entre certains qui prenaient peut-être un peu trop d'eau ou pas à la bonne période, ou certains qui voulaient avoir de l'eau parce qu'ils n'en avaient pas, mais il fallait faire un effort sur toute la chaîne, en fait. Ouais, parce qu'il pouvait arriver finalement qu'ils voient passer l'eau pour alimenter Villeneuve pour les raisons qu'on vient d'entendre. Enfin, par exemple, j'apprends là que le canal sert aussi à transporter de l'eau qui est utile pour les canadaires. On voit un petit peu comment tout se... En fait, les canadaires se posent sur Villeneuve en partie. Il y a aussi Villeneuve, il y a toute cette question aussi touristique qui est liée à Villeneuve. Il y a cette partie parce qu'il y a une réserve aussi naturelle. Donc, en fait, l'eau aujourd'hui, on va dire, le canal a des utilités secondaires, tierces, voire plus, en fait, à travers ça, indirectement. C'est que l'eau de ce canal aujourd'hui, on le parlera, je crois, dans les prochains épisodes, sert à d'autres choses aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Et cette question de droit d'eau, est-ce qu'elle est remise en question? Est-ce qu'elle doit évoluer? Est-ce qu'on doit faire des efforts? Elle est effectivement centrale dans la vie de ce canal, et elle explique peut-être beaucoup de choses de la vie de ce territoire et des gens qui sont desservis par ce canal. En tout cas, merci beaucoup, c'était très intéressant. Donc le prochain épisode, on l'a dit, ça sera sur la vie qu'il y a autour de ce canal, et on n'a pas fini de découvrir des choses, je crois. Et donc merci, et rendez-vous, merci Dylan, rendez-vous au prochain épisode. Merci beaucoup.